Et si la mort cessait simplement de venir? Imaginez une annonce très simple, pas un tonnerre dans le ciel, pas une lumière étrange au-dessus de la ville, pas une promesse mystique murmurée dans une pièce secrète. Seulement une phrase prononcée presque trop calmement dans un cabinet médical ordinaire. À partir d'aujourd'hui, votre corps ne vieillira plus comme avant. Les maladies liées à l'âge pourront être réparées. Vos cellules ne glisseront plus, année après année, vers la même fatigue. En théorie, si aucun accident ne vous arrive, vous pourriez continuer à vivre. Longtemps, très longtemps, peut-être indéfiniment. Au début, l'esprit ne comprend pas. Il reste accroché aux choses habituelles, le prochain repas, le trajet du retour, un message non lu, une facture, un rendez-vous oublié. Puis la phrase revient. Vous pourriez ne pas mourir de vieillesse. Et tout ce qui semblait évident commence à trembler. Car une vie humaine est construite autour d'une limite. Nous ne la regardons pas toujours en face, mais elle organise silencieusement presque tout. Le temps des études, le temps d'aimer, le temps de travailler, le temps de partir, le temps de transmettre, le temps de renoncer. Même lorsque nous disons que nous avons toute la vie devant nous, que cette vie n'est pas infinie. C'est peut-être pour cela qu'une journée peut avoir du poids. C'est peut-être pour cela qu'un choix peut faire peur. C'est peut-être pour cela qu'une rencontre peut sembler précieuse. Mais si cette limite disparaissait, si demain vous aviez non pas 10 ans de plus ni 30 ans de plus, mais une quantité de temps si vaste qu'elle deviendrait presque impossible à imaginer, que feriez-vous en premier? Apprendre toutes les langues du monde, recommencer des études, partir vivre dans une autre ville, puis dans une autre, puis dans 100 autres, aimer plus prudemment parce que chaque chagrin pourrait durer des siècles, ou aimer plus fort parce que vous auriez assez de temps pour survivre à presque tout. L'immortalité, à première vue, ressemble à un cadeau, une victoire contre la peur la plus ancienne, une porte qui s'ouvre sur des possibilités infinies. Mais les cadeaux trop grands changent parfois celui qui les reçoit. Et lorsqu'on étire une vie humaine au-delà de sa forme habituelle, ce n'est pas seulement l'individu qui change, c'est la famille, c'est l'amour, c'est le travail, c'est la politique, c'est la mémoire, c'est toute la société. Ce soir, nous allons faire une expérience de pensée. Nous n'allons pas prétendre que l'immortalité est déjà là. Nous n'allons pas vendre une promesse. Nous allons simplement ouvrir cette question comme on entr'ouvre une fenêtre pendant la nuit. Si vous pouviez vivre sans limite biologique claire, comment faudrait-il organiser une existence devenue trop grande pour nos habitudes? Et surtout, au bout de cette question, il y en a une autre, plus discrète. Est-ce que l'infini rendrait la vie plus belle, ou est-ce que c'est justement la finitude qui lui donne sa profondeur? La première journée d'une vie infinie. Imaginons donc votre première journée d'immortel. Elle ne serait peut-être pas grandiose. C'est une idée étrange, mais les grands changements commencent souvent par des détails minuscules. Vous sortiriez du bâtiment. Le trottoir serait le même. Les voitures passeraient avec la même impatience. Quelqu'un marcherait trop vite en regardant son téléphone. Un feu rouge deviendrait vert. Une boulangerie ouvrirait sa porte. Le monde n'aurait pas changé. Vous, oui. Pendant quelques minutes, vous pourriez ressentir une légèreté presque enfantine. Tout devient possible. Vous n'avez plus besoin de choisir vite. Vous n'avez plus besoin de vous demander si vous êtes trop vieux pour commencer quelque chose. Une carrière ratée ne serait plus une tragédie.
Une décennie perdue ne serait plus vraiment perdue. Même un grand détour pourrait devenir seulement une étape. Si une vie dure 80 ans, 20 ans représentent un quart de l'existence. Si une vie peut durer 1000 ans, 20 ans deviennent une saison. Si une vie peut durer 10 000 ans, 20 ans deviennent presque une respiration. Cette simple transformation du temps changerait votre manière de décider. Aujourd'hui, nous apprenons souvent sous pression. Nous aimons sous pression. Nous travaillons sous pression. Nous avons l'impression qu'il faut réussir avant tel âge, comprendre avant tel âge, devenir quelqu'un avant tel âge. La société nous donne des horloges invisibles. À 20 ans, il faudrait déjà choisir. À 30 ans, il faudrait se stabiliser. À 40 ans, il faudrait avoir prouvé quelque chose. À 60 ans, il faudrait commencer à quitter la scène. Mais dans une vie infinie, ces horloges se casseraient. Vous pourriez étudier la biologie pendant 15 ans, puis devenir musicien pendant 30 ans, puis architecte pendant 50 ans, puis jardinier dans une ville construite sur la Lune. Vous pourriez changer d'identité sociale plusieurs fois sans que cela ressemble à un échec. Vous pourriez abandonner une ambition pendant 2 siècles, puis y revenir avec une patience presque minérale. Au début, cela semble merveilleux. Mais très vite, notre sentiment pourrait apparaître. S'il n'y a plus d'urgence, pourquoi commencer aujourd'hui? Si l'on peut toujours apprendre demain, pourquoi ouvrir le livre ce soir? Si l'on peut toujours aimer plus tard, pourquoi risquer maintenant? Une limite peut être cruelle, mais elle donne aussi une forme. Un concert a une beauté particulière parce qu'il se termine. Une lettre nous touche parce qu'elle a été écrite à un moment précis. Une enfance est émouvante parce qu'elle passe. Dans une vie infinie, il faudrait peut-être inventer soi-même des fins, des cycles, des périodes, des promesses avec une date. Sans cela, l'immortalité pourrait devenir une immense salle d'attente. Pas parce que rien ne serait possible, mais parce que tout serait toujours possible plus tard. Ce que la science sait vraiment du vieillissement. Avant d'aller plus loin, il faut poser une frontière claire. L'immortalité biologique n'est pas une réalité disponible aujourd'hui. Nous savons prolonger certaines vies. Nous savons traiter des maladies qui tuaient autrefois très tôt. Nous savons remplacer des organes, réparer des blessures, vacciner, opérer, surveiller, prévenir. Nous avons aussi commencé à comprendre quelques mécanismes profonds du vieillissement, mais comprendre un mécanisme n'est pas encore supprimer toute limite. Le vieillissement n'est pas une simple horloge posée dans le corps. C'est plutôt une accumulation de changements. L'ADN subit des dommages. Les cellules perdent parfois leur capacité à fonctionner proprement. Certaines deviennent sénescentes, elles ne se divisent plus vraiment, mais elles ne disparaissent pas non plus, et elles peuvent perturber les tissus autour d'elles. Les mitochondries, qui produisent une grande partie de l'énergie cellulaire, deviennent moins efficaces. Les systèmes de réparation se fatiguent. Les communications chimiques entre cellules changent. Il existe aussi les télomères, souvent présentés comme de petits compteurs au bout des chromosomes. L'image est utile, mais elle peut être trompeuse si on la simplifie trop. Les télomères comptent dans certains processus cellulaires, mais ils ne sont pas la seule clé du vieillissement. Rallonger une clé ne suffit pas toujours à ouvrir toute la porte. Le corps est un réseau. Et dans un réseau, modifier une seule partie peut créer des effets inattendus ailleurs. C'est pour cela que la recherche sur la longévité avance avec prudence. Elle explore des pistes fascinantes, la sénescence cellulaire, l'inflammation chronique,
le métabolisme, les cellules souches, la réparation de l'ADN, l'épigénétique, les protéines mal repliées, la restriction calorique, certaines molécules, certaines interventions génétiques. Mais entre ralentir certains aspects du vieillissement et rendre un être humain immortel, il y a un abîme. Même si l'on imaginait un corps capable de se réparer très longtemps, il resterait les accidents, les infections nouvelles, les erreurs de traitement, les catastrophes, la violence, les risques que l'on ne peut pas réduire à zéro. Une personne biologiquement très durable ne serait donc pas invincible. Elle serait seulement beaucoup plus difficile à emporter par le temps ordinaire. Et cette distinction est essentielle. Dans notre expérience de pensée, nous allons imaginer une forme d'immortalité douce. Pas un super-héros, pas un dieu, pas un corps indestructible. Seulement un humain dont le vieillissement serait si bien contrôlé que sa vie pourrait se prolonger sans limite évidente. Un humain qui respire encore. Qui peut encore être blessé? Qui peut encore avoir peur? Qui peut encore perdre ce qu'il aime? Car c'est là que l'histoire devient intéressante. Si l'immortalité ne supprime pas la vulnérabilité, elle ne supprime pas la condition humaine, elle l'étire. Et parfois, étirer une chose révèle des tensions qu'on ne voyait pas quand elle était courte. Comment planifier 1000 ans sans devenir fou? Supposons maintenant que vous acceptiez l'idée. Votre corps peut durer. Vous n'êtes pas pressé par la biologie. La première question pratique devient presque administrative. Comment organiser une vie de 1000 ans? Nos calendriers actuels sont faits pour des vies courtes. Ils découpent l'existence en étapes assez nettes. Apprendre, travailler, fonder éventuellement une famille, accumuler un peu, transmettre, vieillir, quitter. Mais si ces étapes se répètent, elles perdent leur évidence. Peut-être faudrait-il penser une vie immortelle comme une suite de vies temporaires. Non pas une seule grande ligne, mais plusieurs chapitres. Des vies de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans, chacune avec son nom, son lieu, son métier, ses amitiés, ses deuils et ses fins choisies. On pourrait signer avec soi-même des contrats intérieurs. Pendant 20 ans, j'apprends. Pendant 30 ans, je construis. Pendant 10 ans, je disparais un peu. Pendant 50 ans, je transmets. Puis je recommence ailleurs. Cela peut sembler artificiel, mais nous le faisons déjà en plus petit. Nous changeons de ville. Nous quittons une profession, nous redevenons débutants. Nous fermons une porte pour ne pas rester éternellement devant elle. Dans une vie infinie, cette capacité à fermer volontairement des portes deviendrait peut-être vitale. Car l'infini peut paralyser. Si toutes les possibilités restent ouvertes, aucune ne devient pleinement réelle. Une vie n'est pas seulement ce que l'on peut faire, elle est aussi ce que l'on accepte de ne pas faire. L'immortel devrait donc apprendre un art difficile, choisir sans être forcé. Aujourd'hui, nous sommes souvent poussés par la rareté. Nous choisissons parce que le temps manque, parce que l'argent manque, parce que le corps fatigue, parce que les proches vieillissent, parce qu'une occasion ne reviendra pas. L'immortel, lui, devrait créer ses propres raretés. Il pourrait décider qu'une décennie appartient à un seul projet, qu'une relation mérite une fidélité réelle, même si d'autres relations seraient possibles plus tard. Qu'un lieu devient une maison, non parce qu'il est le seul, mais parce qu'il a été choisi. Sans cette discipline, une vie infinie pourrait se diluer. Elle deviendrait une collection d'expériences commencées, abandonnées, reprises, jamais vraiment habitées. On imagine souvent l'immortalité comme une accumulation. Plus de voyages, plus de connaissances, plus de plaisir, plus de souvenirs.
Mais peut-être que la première compétence d'un immortel ne serait pas d'accumuler. Ce serait de composer. Comme on compose une musique avec des silences, comme on organise une bibliothèque avec des étagères, comme on donne une forme à quelque chose qui, sans forme, deviendrait seulement immense. L'amour, quand le temps ne finit plus, puis vient l'amour. Aucune expérience de pensée sur l'immortalité ne peut éviter cette question très simple. Que devient aimer quand le temps ne finit pas? Aujourd'hui, même les amours les plus longues sont entourées par la limite humaine. Deux personnes peuvent vieillir ensemble. Elles peuvent traverser des décennies. Elles peuvent connaître les changements du corps, les habitudes, les disputes répétées, les réconciliations silencieuses, les photos qui jaunissent, les enfants qui partent, les maisons qui se vident. Mais même une longue histoire reste contenue dans une durée humaine. Si l'un des deux ne vieillit plus, quelque chose se casse. Il pourrait aimer une personne mortelle en sachant dès le début qu'il lui survivra probablement. Il pourrait vivre le même deuil encore et encore. Voir les visages aimés se transformer, ralentir, disparaître. Rester lui-même au bord de chaque génération, comme un témoin trop fidèle. Au début, on pourrait penser qu'un immortel deviendrait froid pour se protéger, qu'il aimerait moins, qu'il garderait une distance, qu'il éviterait les liens trop profonds, parce que chaque attachement deviendrait une future douleur. Mais l'inverse est aussi possible. Peut-être qu'il aimerait plus attentivement, justement parce qu'il saurait que l'autre est temporaire. Peut-être que pour lui, chaque relation mortelle deviendrait encore plus précieuse. Non pas malgré sa fin, mais à cause d'elle. L'immortalité créerait alors une étrange asymétrie. Pour la personne mortelle, l'amour durerait une vie. Pour l'immortel, il deviendrait un chapitre. Un chapitre qui peut être immense, mais un chapitre tout de même. Et si tout amour devient un chapitre, comment ne pas transformer les autres en souvenirs? La mémoire devient ici un autre problème. Un cerveau humain est-il fait pour porter 1000 ans de visage? Même si la biologie était réparée, même si les neurones restaient fonctionnels, la signification des souvenirs pourrait changer. Un événement vieux de 600 ans serait-il encore intime? Une promesse faite il y a 3 siècles aurait-elle le même poids? La voix d'une personne disparue depuis 500 ans serait-elle encore une présence ou seulement une information rangée quelque part? Il faudrait peut-être choisir ce que l'on garde et choisir ce que l'on laisse devenir flou. Nous avons tendance à penser que ce souvenir est toujours bon. Mais l'oubli, lui aussi, protège. Il adoucit certaines douleurs. Il rend possible le recommencement. Il empêche l'esprit d'être envahi par toutes ces versions anciennes. Un immortel aurait donc besoin d'une écologie de la mémoire. Pas seulement une mémoire plus grande, une mémoire respirable. La richesse, le travail et l'inégalité du temps. Il y a un autre endroit où l'immortalité deviendrait immédiatement politique. L'argent. Une personne qui vit très longtemps peut accumuler. Pas seulement de l'argent, mais de l'expérience, des relations, des titres de propriété, des secrets, des droits, des entreprises, de connaissances rares. Dans une vie normale, la mort agit parfois comme une redistribution brutale. Elle ne rend pas la société juste, elle ne supprime pas les héritages. Mais elle oblige au moins les positions à changer de main. Les dirigeants partent, les fondateurs disparaissent. Les propriétaires transmettent. Les générations suivantes prennent la place, parfois difficilement, mais elles finissent par entrer. Si certains individus ne partent plus, que se passe-t-il? Imaginez un investisseur qui a 300 ans d'avance. Il connaît les cycles économiques mieux que n'importe quel historien. Il a vu naître et mourir des industries entières.
Il possède des terres achetées il y a 2 siècles. Il peut attendre plus longtemps que tous ses concurrents. Il peut perdre pendant 50 ans sans être vraiment pressé. Face à lui, une personne mortelle jouerait une partie différente. Elle aurait besoin de résultats dans une vie. Elle ne pourrait pas attendre 200 ans qu'une stratégie mûrisse. L'immortalité ne donnerait donc pas seulement plus de temps. Elle pourrait donner un avantage structurel. Le temps deviendrait un capital. Et si ce capital était distribué de manière inégale, l'inégalité deviendrait presque cosmique. Dans une société où seuls les plus riches auraient accès au traitement de longévité, les privilèges pourraient se figer. Les mêmes familles, les mêmes entreprises, les mêmes réseaux resteraient en place pendant des siècles. Les jeunes ne seraient plus seulement en compétition avec leurs aînés. Ils seraient en compétition avec des aînés qui ne quittent jamais la table. Le travail changerait aussi. À quoi ressemble une carrière quand elle peut durer 500 ans? Faut-il encore parler de retraite? Faut-il limiter la durée pendant laquelle une personne peut occuper un poste? Faut-il réinventer l'éducation pour permettre à chacun de revenir apprendre tous les 50 ans? Dans un monde immortel, le problème ne serait peut-être pas que les gens travaillent trop longtemps. Le problème serait que les places ne se libèrent plus. La société aurait besoin de règles nouvelles, des mandats limités, des droits de recommencement, des périodes obligatoires de retrait, peut-être même une forme de rotation sociale pour que l'expérience ne devienne pas une prison collective. L'immortalité individuelle pourrait sembler merveilleuse, mais sans institutions capables de la contenir, elle pourrait transformer le temps en propriété privée. Une planète remplie de personnes qui ne partent plus, puis il y a la question la plus simple et la plus lourde. La population. Aujourd'hui déjà, l'humanité vieillit. De nombreux pays voient augmenter la part des personnes âgées. Les systèmes de santé, les retraites, les familles, les villes et les logements doivent s'adapter à des vies plus longues. Ce n'est pas une catastrophe en soi. Vivre plus longtemps en bonne santé peut être une grande réussite humaine. Mais cela demande une organisation nouvelle. Maintenant, imaginons que la mort de vieillesse recule beaucoup plus loin. Si les naissances continuent, mais que les générations précédentes ne disparaissent plus, la planète se remplit, pas en un jour, pas comme dans une scène de panique, mais lentement, mathématiquement, inexorablement. Chaque année ajoute des vies, mais n'en retire presque plus. Il faudrait alors choisir, limiter les naissances, limiter l'accès à l'immortalité, encourager les départs vers d'autres mondes, accepter une densité urbaine extrême, changer notre rapport à la famille. Ces questions sont inconfortables parce qu'elles touchent à ce qu'il y a de plus intime, le droit d'avoir des enfants, le droit de continuer à vivre, le droit de ne pas être remplacé, le droit des nouveaux venus à trouver une place. Une société immortelle pourrait devenir une société de file d'attente. Attente pour un logement, attente pour un poste, attente pour une terre, attente pour une reconnaissance, attente même pour exister socialement. Les villes changeraient de forme. Elles devraient accueillir non pas seulement des adultes, des enfants et des personnes âgées, mais des personnes de 150 ans, de 300 ans, de 700 ans, avec des besoins différents. Les familles deviendraient verticales à un degré presque impossible à imaginer. On pourrait avoir un ancêtre vivant qui a connu des institutions disparues depuis des siècles. Les repas de famille ressembleraient parfois à des archives vivantes. Cela peut être beau. Une continuité immense. Une mémoire incarnée. Une transmission directe au lieu de livres seulement. Mais cela peut aussi étouffer. Comment devenir adulte si personne ne quitte jamais la place symbolique d'avant vous?
Comment contredire un ancêtre qui a 4 siècles d'autorité accumulée? Comment inventer un monde nouveau si le monde ancien reste assis dans la même pièce, parfaitement vivant, parfaitement lucide, et pas toujours prêt à céder? L'immortalité ne poserait donc pas seulement la question de la durée de vie, elle poserait la question de l'espace moral. Dans une société, il ne suffit pas que les corps aient de la place. Il faut aussi que les générations aient de l'air. Quand le pouvoir ne vieillit plus, la politique serait être l'endroit le plus dangereux. Aujourd'hui, même les dirigeants les plus puissants vieillissent. Ils peuvent s'accrocher, ils peuvent retarder leur départ, ils peuvent modifier les règles, mais leur corps finit par devenir un rappel. La fatigue arrive, la maladie arrive, la mort arrive. Ce rappel biologique n'est pas une garantie démocratique, l'histoire le montre assez, mais il empêche au moins certains pouvoirs de durer indéfiniment dans le même corps. Si ce rappel disparaît, que devient le pouvoir? Un dirigeant immortel pourrait accumuler une connaissance immense des institutions. Il saurait comment les crises reviennent, comment les foules changent d'humeur, comment les opposants se divisent, comment les promesses s'usent, comment les lois peuvent être pliées sans être officiellement brisées. Au début, cela pourrait sembler utile. Une mémoire longue évite certaines erreurs. Un responsable qui a vu plusieurs catastrophes pourrait mieux anticiper la prochaine. Une civilisation qui conserve ses témoins pourrait perdre moins de savoir. Mais la mémoire longue peut aussi devenir méfiance longue. Un pouvoir qui a vécu trop de trahison peut ne plus croire en personne. Un pouvoir qui a survécu à trop de mouvements populaires peut considérer chaque nouveauté comme une menace passagère. Un pouvoir qui ne vieillit plus peut oublier que la société, elle, a besoin de naître encore. Dans un monde d'immortels, les limites de mandat deviendraient essentielles. Pas seulement par idéalisme, mais par hygiène collective. Il faudrait empêcher une même personne d'occuper trop longtemps une position où elle peut bloquer l'avenir des autres. Il faudrait distinguer la sagesse de l'ancienneté, car vivre longtemps ne rend pas automatiquement sage. Cela donne du temps pour apprendre, mais aussi du temps pour renforcer ses erreurs. Une personne peut passer 200 ans à devenir plus ouverte. Elle peut aussi passer 200 ans à devenir plus sûre d'avoir toujours raison. C'est une pensée troublante. Nous associons souvent la longévité à la sagesse parce que, dans nos vies courtes, l'expérience a une valeur, mais au-delà d'un certain seuil, l'expérience peut devenir un poids. Elle peut transformer chaque nouvelle idée en répétition d'une ancienne peur. La politique immortelle devrait donc protéger la société contre l'accumulation excessive du même regard. Elle devrait organiser non seulement la continuité, mais aussi l'oubli institutionnel, la capacité de recommencer, la capacité de dire « cette personne sait beaucoup, mais elle ne doit pas tout décider ». L'ennui, cette ombre au bout de l'infini, il reste une peur moins spectaculaire, mais peut-être plus profonde. L'ennui, pas l'ennui d'un dimanche après-midi, pas l'ennui léger qui disparaît avec une promenade ou un livre, mais un ennui existentiel, venu de la répétition des siècles. Au début, un immortel aurait tant à découvrir. Les langues, les métiers, les villes, les arts, les sciences, les amours, les paysages, les cuisines, les planètes, peut-être. Mais après très longtemps, que se passe-t-il? Bien sûr, le monde change. Il y aura toujours de nouveaux styles, de nouvelles technologies, de nouvelles crises, de nouvelles musiques, de nouveaux mots. Mais l'esprit humain pourrait commencer à reconnaître les formes derrière les nouveautés. Encore une révolution, encore une mode, encore une peur collective, encore une promesse de salut,
Encore une génération qui pense avoir tout inventé. Cette reconnaissance pourrait rendre l'immortel doux. Elle pourrait lui donner de l'humour, de la patience, de la tendresse, ou bien elle pourrait le rendre distant. Comme quelqu'un qui a déjà vu trop de débuts pour croire au commencement. L'identité elle-même deviendrait instable. Sommes-nous la même personne si nous avons changé de valeur 50 fois? Si nous avons aimé, puis oublié, puis aimé encore? Si nous avons parlé des langues disparues? Si nous avons défendu des idées que nous trouvons ensuite naïves, puis honteuses, puis incompréhensibles? Dans une vie ordinaire, nous changeons déjà énormément. L'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée ne sont pas identiques. Mais la continuité du corps, du nom, de quelques souvenirs, suffit souvent à fabriquer un fil. Dans une vie de 1000 ans, ce fil pourrait devenir très fin. Un immortel aurait peut-être besoin de rituels pour rester lui-même. Relire certains carnets, revenir dans certains lieux, honorer certaines promesses anciennes, changer de nom parfois mais garder un noyau, ou accepter que le moi soit moins une statue qu'une rivière qui garde le même nom même si l'eau n'est jamais la même. L'immortalité nous obligerait à poser une question que nous évitons souvent. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore vous? Votre mémoire? Votre corps? Vos relations? Vos choix? Votre manière de souffrir? Votre manière d'espérer? Peut-être qu'une vie infinie ne serait pas une seule vie. Peut-être qu'elle serait une succession de personnes reliées par un nom, comme des étoiles reliées par une constellation imaginaire. Le risque disparaît-il ou devient-il plus précieux? On pourrait croire qu'une personne immortelle deviendrait très prudente. Après tout, si l'on peut vivre 1000 ans, 10 000 ans, peut-être davantage, chaque risque prend une valeur immense. Mourir à 80 ans est déjà une perte. Mourir après avoir reçu la possibilité de vivre indéfiniment semblerait presque absurde. L'immortel éviterait-il les montagnes, les océans, les voyages dangereux, les conflits, les expériences incertaines? Peut-être. La longévité extrême pourrait créer une société très sécuritaire. Une société où chaque accident devient insupportable parce qu'il vole non pas quelques décennies, mais des siècles possibles. Les assurances changeraient, les lois changeraient. Les routes, les maisons, les villes seraient conçues pour réduire le risque, presque obsessionnellement. Mais une vie sans risque peut devenir une autre forme de mort. Nous ne parlons pas seulement des risques physiques. Il y a le risque d'aimer, le risque d'échouer, le risque de commencer tard, le risque de défendre une idée impopulaire, le risque de quitter une sécurité pour devenir quelqu'un d'autre. Dans une vie infinie, ces risques pourraient paradoxalement sembler moins graves. Si vous échouez pendant 20 ans, il vous reste encore du temps. Si vous êtes ridicule pendant une décennie, la mémoire collective finira peut-être par passer à autre chose. Si vous perdez une fortune, vous pouvez reconstruire. L'immortalité pourrait donc produire deux types d'humains. Les prudents absolus, qui protègent leur infinité comme un trésor fragile, et les expérimentateurs, qui osent davantage parce qu'aucun échec social ne peut définir toute leur existence. La question devient alors morale. Comment utiliseriez-vous votre sécurité? Pour vous enfermer ou pour devenir plus libre? Une vie plus longue ne garantit pas une vie plus courageuse. Elle donne seulement plus d'occasions d'apprendre le courage ou plus d'occasions de l'éviter. Et c'est peu être ici que l'immortalité révèle une vérité très simple. Le temps ne décide pas à notre place. Il amplifie ce que nous faisons avec lui. Un siècle de peur peut devenir une prison. Un siècle d'attention peut devenir une œuvre. Un siècle de distraction peut disparaître comme une soirée passée sans mémoire. L'infini n'a pas de sens par lui-même. Il attend qu'on lui en donne un.
Une civilisation qui ne meurt plus peut-elle encore avancer? Regardons maintenant plus loin que l'individu. Si une partie importante de l'humanité devient très longue vivante, la civilisation change de rythme. Certaines choses pourraient s'améliorer. Les scientifiques pourraient travailler sur le même problème pendant 200 ans. Un architecte pourrait voir les arbres qu'il a plantés devenir une forêt autour du bâtiment qu'il a conçu. Un historien pourrait interroger directement des témoins de périodes très anciennes. Un musicien pourrait maîtriser plusieurs traditions séparées par des siècles. Les grands projets deviendraient plus faciles à imaginer. Restaurer un écosystème sur 150 ans. Construire des villes pensées pour 500 ans. Envoyer des missions spatiales très lentes. Terraformer, peut-être, des environnements hostiles sur des durées qui dépassent nos vies actuelles. Notre civilisation souffre souvent de court-termisme. Nous savons qu'un problème arrive dans 50 ans, mais nous agissons comme si 50 ans étaient presque abstraits. Pour un immortel, 50 ans ne seraient pas abstraits. Ce serait un rendez-vous proche. L'immortalité pourrait donc rendre l'avenir plus concret. Mais elle pourrait aussi le bloquer. Si les mêmes esprits restent trop longtemps aux commandes, les idées nouvelles pourraient avoir plus de mal à entrer. Une civilisation très longue vivante pourrait devenir extrêmement compétente, mais aussi extrêmement conservatrice. Elle pourrait préférer améliorer sans cesse l'existant plutôt que risquer une rupture. Elle pourrait accumuler des experts si anciens que les jeunes auraient toujours l'impression d'arriver trop tard. Le progrès a besoin de mémoire, mais il a aussi besoin de remplacement. Dans la science, une idée nouvelle s'impose parfois parce que les preuves deviennent fortes. Mais l'histoire montre aussi que les générations comptent. Les nouvelles manières de voir le monde trouvent souvent plus facilement de la place quand les anciennes certitudes se retirent. Si personne ne se retire jamais, il faut inventer autrement cette place. Une civilisation immortelle devrait organiser la nouveauté comme une fonction vitale. Des laboratoires réservés aux débutants, des droits à l'erreur protégés, des institutions où l'ancienneté ne donne pas automatiquement plus de pouvoir, des périodes où les très vieux apprennent des très jeunes, non par politesse, mais par nécessité. Sinon, l'immortalité pourrait produire un monde parfaitement entretenu, parfaitement stable et lentement incapable de se surprendre. Pourquoi il faudrait peut-être quitter la Terre ? Il existe une réponse souvent donnée aux problèmes de population et de durée. L'espace. Si les humains vivent beaucoup plus longtemps, peut-être devront-ils quitter la Terre. Construire des habitats orbitaux, s'installer sur la Lune, aller vers Mars. Puis plus loin, très lentement. Une vie de 1000 ans change notre rapport aux distances. Aujourd'hui, un voyage interstellaire paraît presque impossible pour un humain ordinaire. Même à des vitesses extraordinaires, atteindre une autre étoile demanderait des durées qui dépassent largement une vie. Mais pour un être très long vivant, le temps du voyage devient pensable. Pas facile, pas confortable, pas forcément souhaitable, mais pensable. L'immortalité pourrait donc transformer l'humanité en espèce plus patiente. Les projets spatiaux cesseraient d'être seulement des exploits nationaux ou technologiques. Ils deviendraient des migrations lentes, des décisions prises sur plusieurs siècles, des jardins fermés dans des cylindres de métal, des villes tournant autour du soleil, des générations qui ne meurent pas avant d'atteindre la destination. Mais cette vision a une face sombre. Quitter la Terre ne résout pas automatiquement nos problèmes moraux. Si nous exportons l'inégalité, elle voyagera avec nous. Si nous exportons la concentration du pouvoir, elle s'installera dans les habitats orbitaux. Si nous exportons notre incapacité à partager le temps et l'espace, Mars ne deviendra pas une solution. Elle deviendra une autre scène. L'immortalité et la conquête spatiale se ressemblent sur un point. Elles agrandissent le cadre, mais elles ne décident pas de la manière dont nous l'habitons.
On peut vivre 1000 ans en restant étroit. On peut traverser des millions de kilomètres en emportant les mêmes peurs, les mêmes injustices, les mêmes vanités. Ou bien on peut utiliser cet agrandissement pour devenir plus responsable. Si vous saviez que vous allez vivre assez longtemps pour subir les conséquences de vos décisions, agiriez-vous autrement ? Si les dirigeants savaient qu'ils devront marcher eux-mêmes dans les villes qu'ils construisent pour dans 2 siècles, prendraient-ils les mêmes raccourcis ? Si les industriels savaient qu'ils respireront encore l'air qu'ils modifient aujourd'hui, changeraient-ils de rythme ? Peut-être que la vraie révolution de la longévité ne serait pas de vaincre la mort, ce serait de rendre l'avenir impossible à ignorer. Le paradoxe final, l'infini a besoin de limites après tout cela. Revenons à vous, pas à l'humanité entière, pas aux institutions, pas aux villes du futur. Vous, dans une pièce calme, vous avez qu'une vie devenue immense devant vous. Comment la planifieriez-vous ? La réponse la plus raisonnable serait peut-être de ne pas essayer de tout planifier. Une vie infinie ne peut pas être dessinée d'un seul trait. Elle doit être respirée par période. Il faudrait choisir quelque chose proche. Un savoir à apprendre maintenant. Une personne à aimer maintenant. Un lieu à habiter maintenant. Un corps à protéger maintenant. Une peur à traverser maintenant. Puis plus tard, recommencer. L'immortalité nous fascine parce qu'elle promet de supprimer la grande limite. Mais en la supprimant, elle nous obligerait à créer de petites limites partout. Sans elle, rien ne tiendrait. Un chapitre doit se terminer. Une promesse doit avoir une forme. Un projet doit entrer dans un calendrier. Une relation doit être vécue dans le présent, même si d'autres présents viendront ensuite. L'infini, pour devenir humain, aurait besoin de bords. C'est le paradoxe. Nous rêvons parfois d'une vie sans fin parce que nous avons peur de perdre. Perdre le corps, perdre les gens, perdre les possibilités, perdre le monde. Mais une vie sans fin ne supprimerait pas toutes les pertes. Elle en ajouterait même de nouvelles. Perdre des époques entières, perdre des langues, perdre des villes transformées au point de ne plus reconnaître ses propres souvenirs, perdre des versions de soi. L'immortel ne serait pas celui qui ne perd rien. Il serait celui qui apprend à perdre plus longtemps et peut-être à aimer malgré cela. Alors, si un jour une technologie nous offrait une longévité presque sans limite, la grande question ne serait pas seulement « pouvons-nous le faire ?» La grande question serait « sommes-nous capables de vivre assez doucement pour que ce temps ne nous détruise pas ? Sommes-nous capables de partager une planète avec ceux qui arrivent après nous ? Sommes-nous capables de quitter le pouvoir, même après 300 ans ? Sommes-nous capables de laisser certains souvenirs dormir ? Sommes-nous capables de choisir aujourd'hui, même quand demain semble infini ? Peut-être que l'immortalité ne demanderait pas des êtres plus forts, elle demanderait des êtres plus humbles. Revenir à ce soir, et maintenant, après avoir ouvert cette porte immense, il faut la refermer doucement. Car vous n'êtes pas, ce soir, obligé de résoudre 1000 ans. Vous n'avez pas besoin de décider ce que vous feriez avec une éternité. Vous n'avez pas besoin d'organiser toutes les vies possibles. Vous êtes simplement ici, dans une soirée précise, avec un corps précis, une fatigue précise, des pensées qui passent. Peut-être que c'est cela finalement que l'expérience de l'immortalité nous apprend en retour. Elle agrandit tellement la vie que la petite journée redevient visible. Si le temps était infini, il faudrait encore commencer par 1 minute. Si les possibilités étaient infinies, il faudrait encore choisir un geste. Si l'avenir contenait des siècles, il faudrait encore respirer maintenant.
Une vie humaine, même courte, contient déjà quelque chose d'immense. Pas parce qu'elle dure longtemps, mais parce qu'elle peut sentir le passage. Elle peut comprendre qu'un moment ne reviendra pas exactement. Elle peut donner une valeur à une voix, à une lumière, à une main posée sur une table, à une ville vue par la fenêtre. L'immortalité serait peut-être une aventure extraordinaire. Elle pourrait ouvrir des sciences, des arts, des mondes. Elle pourrait nous rendre plus patients avec les grands projets. Elle pourrait nous apprendre à penser au-delà d'une seule génération. Mais elle ne ferait pas automatiquement de nous des êtres plus sages. La sagesse, même dans une vie infinie, commencerait peut-être par une chose très simple. Ne pas remettre toute la vie à plus tard, même si demain existait toujours, même si le corps pouvait continuer, même si le temps semblait ne plus avoir de bord, il resterait ce soir qui n'est pas infini, ce soir qui a une température, une lumière, un silence particulier, ce soir qui passera, et parce qu'il passera, il peut être habité. Alors, pendant quelques instants, laissez l'idée de l'éternité s'éloigner. Elle n'a pas besoin d'être résolue. Elle peut rester là, comme une étoile très lointaine. Vous pouvez revenir au rythme plus simple de votre respiration, à la pièce autour de vous, au poids tranquille du corps, à cette journée qui se termine. Peut-être que vivre pour toujours serait l'un des plus grands défis de l'humanité. Mais ce soir, il suffit de vivre ce soir, comme une petite île dans le temps, comme une page que l'on n'a pas besoin de remplir jusqu'au bord, comme une possibilité que l'on peut laisser reposer. Et demain, si demain vient, il apportera seulement la prochaine minute, pas l'éternité entière, seulement la prochaine minute. C'est parfois assez.